Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un vrai paradoxe, un de ceux qui interroge vraiment. On a une source unique pour nous guider, un mémoire de master passionnant rédigé par Safa Minsrabet. Le sujet, l'enseignement du français dans les écoles primaires en Tunisie. Et le paradoxe, le voici. Le français est absolument partout en Tunisie, dans la rue, sur les produits. Et pourtant, les résultats scolaires des élèves sont en chute libre. C'est un vrai mystère. Notre mission aujourd'hui, c'est de mener l'enquête à travers cette recherche pour comprendre d'où vient le problème et surtout s'il existe une solution réaliste. Exactement ça. Ce document, en fait, il pose la question qui fâche. Comment une langue si présente au quotidien peut devenir un tel obstacle à l'école? Et l'angle d'attaque de ce mémoire est très malin. Ah oui. Il ne regarde pas tout le système, mais il zoome sur un élément souvent sous-estimé, mais qui est absolument crucial, le vocabulaire. L'idée, c'est de voir si, en réparant cet élément, on ne pourrait pas commencer à résoudre le problème plus global. Alors justement, pour comprendre ce paradoxe, le mémoire nous invite à une véritable enquête. Le premier indice, c'est un chiffre qui à première vue n'a aucun sens. Allez-y. En 2019, 52% des Tunisiens se déclaraient francophones. C'est énorme. C'est énorme. Pour donner un ordre d'idée, c'est plus qu'en Algérie ou au Maroc. La langue est visible partout, sur les factures, les panneaux, on s'attendrait à une maîtrise assez naturelle. Oui, et c'est là que l'enquête se corse. Le mémoire utilise une expression du chercheur Boudiba que je trouve très juste. Il parle d'un bilinguisme non homogène. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que tout le monde est exposé au français, oui, mais pas de la même manière, ni avec la même intensité. Et surtout, il y a un flou artistique total sur le statut même de la langue. C'est-à-dire, Officiellement, dans les textes, c'est du FLE, français langue étrangère. Mais concrètement, dès le lycée, pour les matières scientifiques, ça devient la langue d'enseignement. ah d'accord. On bascule donc en FLS, français langue seconde. Attendez, ça veut dire que le système ne sait pas lui-même sur quel pied danser. On demande aux élèves de traiter le français tantôt comme une langue à distance, tantôt comme une langue de travail. Exactement. Ça doit créer une confusion monstre. Exactement. Cette schizophrénie institutionnelle a des conséquences très concrètes. Et c'est là qu'on arrive aux chiffres qui font mal. Malgré un volume horaire conséquent à l'école primaire, 8 heures par semaine, les résultats ne suivent pas. Loin de là. Le mémoire cite les chiffres de 2020, et ils sont brutaux. On vous écoute, on est prête. Au concours de fin de 6e année primaire, donc à la fin du cycle, seuls 37,5% des élèves obtiennent la moyenne en français. Auch, 37%. Et on a un point de comparaison, par exemple, avec une autre langue? Oui, et c'est ça qui est le plus révélateur. La même année, pour l'épreuve d'anglais, le taux de réussite était de 77,1%. Attendez, plus de 77% en anglais contre à peine 37% en français. Oui, Mais c'est un monde d'écart. Ça veut dire que le problème n'est pas l'apprentissage des langues en général, mais bien un problème spécifique au français. L'enquête avance? dans le cursus. Ah bon? Au baccalauréat, toujours en 2020, le taux de réussite en français tombe à 28,23%. C'est vertigineux. Et là, on arrive au chiffre le plus glaçant de l'étude, celui qui m'a vraiment marqué. Je crois savoir duquel vous parlez. Le mémoire cite un article de presse au titre Choc. Au secours, le français se meurt en Tunisie. Et cet article rapporte que 7000 candidats au bac 2020 ont obtenu la note de 0. 7000. 7000. Ce n'est plus une mauvaise note, c'est un message. C'est un cri d'alarme. Et ce qui est brillant dans ce mémoire, c'est que l'auteur, Safa Mrabet, qui est elle-même enseignante, ne s'arrête pas à ce constat macro. Elle le remène au terrain. Oui, elle le ramène à ce qu'elle observe tous les jours dans sa classe. Ce qu'elle appelle une pauvreté dans le vocabulaire. Très concrètement, ce sont des élèves qui sont bloqués à l'oral, qui n'arrivent pas à trouver leurs mots, Oui. et qui se réfugient en permanence dans des mots passe-partout comme chose, truc, ou le verbe faire pour tout et n'importe quoi. On voit très bien l'image. L'élève a peut-être une idée, mais il n'a pas les briques pour construire sa phrase. C'est tout à fait ça. Et un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation, cité dans la recherche, confirme d'ailleurs un appauvrissement linguistique généralisé. Et là, le mémoire cite une analogie de la linguiste Jacqueline Picoche que je trouve magnifique. Ah! Elle dit que la grammaire, la syntaxe, c'est la monture d'un bijou. C'est essentiel, ça tient le tout. Mais les mots, ce sont les pierres précieuses. Oh, c'est beau! Ce sont eux qui donnent la valeur et le sens. Ah, j'adore cette image. C'est exactement ça. On peut avoir la plus belle grammaire du monde, si on n'a pas les mots, la monture reste vide.
C'est une façon très puissante de voir les choses. Donc, si on suit le raisonnement, la cause principale, ce serait ce manque de pierres précieuses. Précisément. Et la recherche identifie un suspect principal, la méthode d'enseignement elle-même. Dans les écoles tunisiennes, l'approche du vocabulaire est majoritairement Implicite. implicite, c'est-à-dire, L'idée, c'est que les mots vont rentrer par simple exposition, par imprégnation, juste en lisant des textes. d'accord, Le souci, c'est que les manuels et les guides pour les profs sont extrêmement vagues là-dessus. En gros, on dit que c'est à l'initiative du maître. donc il n'y a pas de méthode claire. Aucune méthode structurée, systématique, programmée. On espère que la magie opère toute seule. Donc, si je résume, la méthode actuelle, c'est un peu laisser les enfants se débrouiller au milieu des mots et espérer que ça rentre. C'est une bonne synthèse. Visiblement, ça ne marche pas. La question qui tue, c'est « et on fait quoi alors ?» Quelle est l'alternative que cette recherche met sur la table? L'alternative, c'est son opposé direct, l'enseignement explicite. Et l'idée centrale, c'est d'arrêter de voir le vocabulaire comme un grand sac de mots en vrac. Oui, il faut le voir comme une toile d'araignée. Chaque mot est un nœud, connecté à des dizaines d'autres par des fils logiques, les contraires, les synonymes, la même famille. La toile d'araignée, l'image est aussi forte que celle du bijou, c'est beaucoup plus actif comme démarche. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Le mémoire donne des exemples d'outils, oui, des choses très visuelles. On parle par exemple de la fleur lexicale. La fleur lexicale, oui, vous mettez un mot au centre et sur chaque pétale, on explore une relation, un synonyme, un antonyme, une phrase exemple. Ça permet de cartographier l'univers d'un mot. Et il y a aussi une démarche en 3 temps qui est la clé de voûte de cette approche. Je vous écoute. D'abord, la contextualisation. On découvre le mot dans un texte. Ensuite, et c'est l'étape cruciale, la décontextualisation. On sort le mot du texte, on l'isole, on le met sous un microscope pour l'analyser. D'accord, on le dissèque un peu. Voilà. Et enfin, la recontextualisation. On prend ce mot et on le réutilise dans de nouveaux contextes, pour se l'approprier vraiment. C'est un cycle complet. On trouve, on analyse, on réutilise. C'est très logique. Et pour mettre ça en musique, l'auteur propose une méthode qui existe déjà, qui s'appelle Vocanet, créée par Jacqueline Picoche. Cette méthode a 4 grands principes. Le premier est contre-intuitif, mais génial. Ah oui. Donner la priorité au verbe. Ah, pourquoi le verbe en particulier? On a tendance à penser au nom d'abord. Parce que le verbe, c'est le moteur de la phrase. C'est lui qui distribue les rôles. Qui fait quoi? Sur qui? Comment? Tout s'organise autour du verbe. Je vois. Les autres principes, c'est de ne jamais séparer vocabulaire et grammaire, de toujours partir d'un mot simple que les élèves connaissent déjà et d'analyser le mot lui-même. Ça vient très concret, et le mémoire montre à quoi ressemble une leçon avec cette méthode. Oui, et c'est là qu'on voit la différence. Le déroulé est détaillé en 4 phases, avec l'exemple du verbe manger. Phase 1, la collecte. Ok. On demande aux élèves de jeter sur le papier tous les mots qui leur viennent en tête quand ils entendent « manger ». Ça peut être faim, fourchette, délicieux, cantine. Un grand brainstorming. D'accord, on vide son sac. Et après, phase 2, le classement. Ensemble, guidés par l'enseignant, les élèves vont organiser ce chaos. Ils créent des familles. Ici, les aliments, là, les couverts, là, les manières de manger. La toile d'araignée commence à se dessiner. Exactement. On passe du vrac à l'organisé. Logique. Phase 3, ma préférée. L'assouplissement syntaxique. C'est le moment où on joue avec la langue. On crée des phrases. On cherche des synonymes plus précis que manger, déguster, savourer, grignoter. On explore toutes les connexions. Voilà. Et on termine avec la phase 4, l'exercice écrit. Une petite production pour réinvestir tout ça. Par exemple, décris ton plat préféré. Et la boucle est bouclée. Sur le pâté, c'est génial. C'est logique, structuré et même assez ludique. Mais, parce qu'il y a un mais. Oui. Ça me semble aussi incroyablement chronophage. Est-ce que les profs, avec des programmes surchargés, des classes bondées, ont vraiment le temps de faire ça? C'est la question à 1 million. La théorie, c'est une chose, le terrain, c'en est une autre. Et c'est là que le mémoire devient vraiment fascinant. Ah, L'auteur est allé voir sur place, dans la ville de Nefta. Elle a observé des classes et a mené des entretiens avec 4 enseignants. le crash test. Alors, qu'est-ce que ça a donné? D'abord, les observations en classe ont confirmé tout ce qu'on a dit. Le vocabulaire est le parent pauvre. La mémorisation est, je cite, souvent négligée faute de temps. D'accord, le diagnostic est confirmé. Et la réaction des enseignants face à cette proposition de méthode Vocanet? J'imagine une forme de résistance, non? Eh bien, c'est ça qui est surprenant.
La réaction a été unanime. Ils sont tous pour. Vraiment. Absolument tous. Ils sont hyper conscients du problème et de l'inefficacité des pratiques actuelles. L'un d'eux a cette phrase très forte, il dit qu'une telle organisation est non seulement possible, mais sans doute indispensable. Alors s'ils sont tous d'accord, où est le blocage? Le blocage, c'est le grand oui mais qui ressort des entretiens. Ils sont d'accord, mais ils pointent des obstacles très concrets. Le premier, et le plus criant, c'est la formation. Ils ne se sentent pas prêts, ils le disent tous. On nous a jamais appris à enseigner le vocabulaire. Ils n'ont reçu quasiment aucune formation là-dessus. Ils ne se sentent pas armés pour le faire. Le matériel est bon, mais les artisans n'ont pas été formés pour s'en servir. C'est exactement ça. Et le deuxième obstacle, c'est une sorte de méfiance vis-à-vis de l'institution. C'est-à-dire, ils craignent l'instabilité des réformes. Un des enseignants raconte une histoire très parlante. En 2010, on a installé des laboratoires de langue dans les écoles. Et quelques années plus tard, plus de maintenance, plus de formation, tout a été abandonné. Ah oui, d'accord. Ils ont peur que cette méthode subisse le même sort. Ils disent en gros, on est prêt à s'investir, mais seulement si on sent que l'institution nous suit sur le long terme. On comprend leur prudence. Pour qu'une telle révolution fonctionne, il ne suffit pas d'un bon manuel. Il faut un soutien durable, de la formation continue, une vraie vision politique. En somme, la réussite d'une méthode comme Vocanet ne dépend pas des élèves, ni même de la bonne volonté des enseignants. Elle dépend d'un engagement systémique fort. Ce qui nous amène à la conclusion, on est parti d'un constat assez décourageant et ce mémoire nous a permis de remonter la piste jusqu'à une cause précise, l'enseignement du vocabulaire, tout en nous montrant qu'une solution structurée et prometteuse existe. Oui, la conclusion est pleine d'espoir, mais aussi très lucide. Le changement est souhaité par la base, par les enseignants, et il est réalisable concrètement. Mais Mais ça ne peut pas être juste une instruction ministérielle. Ça demande un vrai changement de culture pédagogique, un investissement massif et sur le long terme. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour terminer, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cas de la Tunisie. Cette étude nous renvoie à notre propre rapport aux mots, que ce soit dans notre langue maternelle ou dans une langue qu'on apprend. Est-ce qu'on se contente de cueillir des mots au hasard en espérant qu'ils restent en mémoire, ou est-ce qu'on prend le temps de les organiser, de tisser activement notre propre toile de vocabulaire ? En somme, sommes-nous des collectionneurs de mots en vrac ou des architectes de notre propre langage? La question reste ouverte.